dans une démocratie, Tocqueville prédisant que le fonctionnement de la famille rejaillit, que les liens sont dus au fait. C'est-à-dire qu'à la fois l'état de la société, le fonctionnement, le mode de gouvernement rejaillit sur la famille, et en retour, le fonctionnement familial rejaillit aussi sur le mode de gouvernement. Plus proche de nous, le doyen Carbonnier évoque la démocratisation de la famille contemporaine. Il le fait après avoir repris une définition de la famille présente dans le digeste, que je me permets de vous lire. Nous appelons famille plusieurs personnes, en tout cas plus de deux, qui ont été placées soit par la nature, soit par le droit, sous la puissance d'une seule. Ce pourrait être la définition d'une monarchie ou d'une république autoritaire. Le père de famille est celui qui est maître chez lui. Carbonnier s'écarte immédiatement de ces propos qui conviennent mal, dit-il, à la famille française d'aujourd'hui, famille en voie de démocratisation. L'usage du terme démocratie et ou de démocratisation à propos de la famille est le fait de différents acteurs, tout particulièrement de sociologues, de psychologues, mais aussi de juristes et même d'institutions, parmi lesquelles je citerai le Conseil de l'Europe ou encore le Comité des droits de l'enfant. Dans ces emplois, deux types d'usages nous semblent pouvoir être distingués. Celui qui consiste tout d'abord à décrire un fonctionnement de la famille, en l'occurrence de la famille contemporaine, et d'autre part celui destiné à demander une évolution de ce fonctionnement de la famille. Autrement dit, le terme de démocratie étant, là aussi on l'a dit, connoté positivement, il peut servir à des fins stratégiques, de type revendication, et ceci donc dans de nombreux écrits. L'analyse proposée ici ne sera ni celle, bien sûr, d'un sociologue ayant pour objet l'étude de la famille et la réalité du fonctionnement familial, ni la position de l'historien du droit qui prendrait une certaine perspective historique pour montrer les évolutions, en particulier juridiques, de la famille, mais ni non plus, bien entendu, celle du privatiste qui analyserait l'état du droit positif de la famille. Il s'agit donc très modestement, après avoir recherché les différents usages qui sont faits du terme de démocratie dans l'univers familial, d'essayer de déterminer comment les principes démocratiques sont eux-mêmes entendus par les acteurs, en particulier par la doctrine assez largement entendue, lorsqu'ils sont appliqués donc à l'univers familial. Dans les discours obtenus, la démocratisation de la famille est rattachée d'une part aux différents membres de cette famille. Et là, j'entends la famille nucléaire, qui est celle qui est majoritairement retenue. Et d'autre part, la relation parent-enfant. Cette distinction ne se réduit pas à son champ, d'un côté les membres et de l'autre l'aspect relationnel. Mais s'étend également au contenu que recouvrent ces différents usages du terme démocratie, autrement dit à ses attributs. Alors que dans le premier cas, ce sont des valeurs dites démocratiques qui s'exprimeraient dans le statut des divers membres de la famille, et qui seraient recherchées en quelque sorte pour elles-mêmes. Vous verrez, il s'agit de l'égalité et de la liberté. La modification de la relation parent-enfant tend plutôt à reconnaître la participation aux décisions des enfants dans la relation familiale. Et cette fois, plutôt au nom de l'expérience démocratique qui se ferait ainsi au sein de la cellule familiale. Donc voyons tout d'abord ce que j'ai appelé la démocratisation horizontale de la famille, autrement dit, au sens d'intégration de valeurs dites démocratiques au sein de la famille. Dans l'introduction d'un manuel de droit de la famille, il est écrit, je cite, « Le droit de la famille est actuellement fortement marqué par les idées de liberté et d'égalité qui ont pour résultat la coexistence dans la société contemporaine de plusieurs types de familles plus démocratiques, dans lesquelles, je poursuis, la femme et l'enfant, autrement dit les deux mineurs des générations précédentes, ont l'un et l'autre accédé à des droits nouveaux. » Liberté et égalité apparaîtront comme deux traits caractéristiques, en tout cas dans les discours les plus fréquents, de la famille démocratique. Donc, tout d'abord, liberté de choix. Alain Renaud, dans son ouvrage La libération des enfants, montre que l'émergence de la démocratie a libéré les êtres humains des assujettissements traditionnels et a imprimé aux relations une dimension contractuelle, en vertu de laquelle, donc, il n'est plus de pouvoir qui ne puisse s'exercer sans se soucier d'obtenir, vous disiez, l'adhésion de ceux sur qui il s'exerce. En ce sens, on assiste de manière
estiment les auteurs, à une démocratisation à la fois du couple, mais également de la parentalité. Sur le premier point, le couple est devenu un véritable choix. Alors tout de suite, je reprends les nuances évidentes que proposent les sociologues en montrant qu'il y a une homogamie qui fait que le choix n'est pas absolument libre. Ceci étant écarté, il est indéniable que le ménage dispose d'un choix en tout cas juridique quant à son statut juridique entre les trois formes fondées par le code civil, que ce soit le mariage, le pacte civil de solidarité ou encore le concubinage avec des effets juridiques différents. Les auteurs, et notamment les manuels de droit civil, parlent de démocratisation du mariage, de façon donc à insister sur la dimension contractuelle du mariage et donc sur la place faite au choix, et on le sait, la place du consentement libre et éclairé, et qui se résume à l'article 146, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Ce choix du statut marital a même été récemment étendu, on l'a dit, aux couples homosexuels. À ce propos, d'ailleurs, la garde des Sceaux, lorsqu'elle s'était exprimée devant les sénateurs, a eu ces mots: l'institution du mariage témoigne de la démocratisation des liens privés. Le corollaire de la démocratisation du mariage est la perte de son caractère indissoluble, d'où l'expression libéralisation du divorce. Là aussi, on insiste sur l'aspect liberté, qui est employé par nombre d'auteurs de manuels de droit de la famille pour souligner donc qu'au fil des réformes, son prononcé a été rendu plus facile. À côté donc de ce choix dans la formation du couple, il y a aussi le choix de la parentalité. La liberté de choix est indéniablement accrue en matière de procréation, liberté qui a deux versants. Le premier qui est d'éviter la parentalité, donc là je ne reviens pas sur la légalisation de la contraception, de l'avortement, on pourrait même citer l'accouchement sans création de lien avec la famille accouchée, ou au contraire, l'autre versant, permettre, autrement dit, favoriser cette procréation. Et là, juste deux constats par rapport à cette libéralisation de la parentalité. Le fait que l'idée, tout d'abord, dans cette liberté de choix, à ma connaissance, mais je n'ai pas fait une recherche absolument exhaustive, cet élément de liberté n'est jamais qualifié de démocratisation. Ensuite, le fait que cette libéralisation n'est pas absolue, n'a pas atteint, n'est pas peut-être achevée, la question se pose en tout cas, puisque si l'adoption peut être une aide, pas directement à la procréation, mais en tout cas à l'établissement de ce lien de parentalité est ouverte largement aux couples, donc maintenant hétérosexuels comme homosexuels, et aux célibataires comme aux couples mariés, bien sûr, toujours mariés. L'assistance médicale à la procréation, à l'heure actuelle, n'est qu'un palliatif à la stérilité, enfin la fertilité médicale et non pas sociale. D'ailleurs, c'est sur cette revendication-là, le plus souvent, qu'on trouve un autre usage du terme de démocratisation pour dire que la démocratisation de la famille exige cette libéralisation accrue de la parentalité. D'imposer, la famille devient donc choisie, elle est également plus égalitaire, autre valeur qui semble intrinsèquement être démocratique, en tout cas dans les discours étudiés. Donc, rapidement, j'évoquerai l'égalité des différents membres de la famille. Donc déjà chez Tocqueville, que je citais préalablement, on trouvait le fait que, il affirmait que l'égalité s'établissait autour du foyer. En particulier quand le pouvoir échappe à l'aristocratie. Donc il faisait ce lien entre égalité et démocratie. Il se focalisait pour sa part sur l'égalité entre les enfants de la famille. Il relevait par exemple que dans la famille aristocratique, l'aîné des fils héritant de la plus grande partie des biens devient le chef. Alors que, au contraire, sous les lois démocratiques, les enfants sont parfaitement égaux. Aujourd'hui, cette égalisation concerne certes les enfants, mais également les membres du couple. La démocratisation de la famille passe, selon Jean, par la promotion des femmes, terme qu'il emploie, que ce soit dans les rapports conjugaux ou dans leur fonction parentale. Des sociologues ont montré qu'il y avait justement une démocratisation, et le terme est fréquemment employé, dans les relations entre les conjoints. Pour décrire la place plus égalitaire faite aux femmes dans la famille, d'ailleurs, le sociologue George Hale utilise un vocabulaire emprunté à la démocratie, puisqu'il parle pour les femmes de citoyennes. Autrement dit, il écrit « Les femmes ne sont plus seulement des épouses et des mères,
mais des citoyennes à part entière, et d'ajouter qu'elles sont là en train d'imposer progressivement la démocratie au sein de la sphère de l'intimité, comme les hommes l'ont fait auparavant au sein de la sphère publique. Le droit a, de ce point de vue, incontestablement contribué à cette égalisation progressive. Donc il n'est pas que, on parlait autrefois de la puissance maritale dans le code civil, ceci continua après 1938, date pourtant à laquelle la femme avait enfin perdu son incapacité. Cette puissance était résumée en ces termes: le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. En 1942, toutefois, l'article 213 du Code civil est réécrit et la puissance maritale dégradée, pour reprendre les termes de Mallory, puisqu'alors le mari n'est plus que le chef de famille. C'est donc par touches successives que l'égalisation des membres du couple, et particulièrement au sein du mariage alors majoritaire, se fit, avec donc la suppression en 1965 de la possibilité pour le mari de s'opposer à la profession de sa femme, la possibilité pour la femme le droit de gérer ses propres biens, et même la suppression du choix en cas de désaccord du mari pour déterminer le lieu de résidence de la famille. Cette concrétisation, cette démocratisation plus généralement n'est pas voilà, c'est une évolution en faveur de l'égalité, néanmoins elle est rarement là aussi qualifiée directement de démocratisation. En revanche, le lien, la valeur égalité est très fréquemment mise en avant dans les différents manuels. Autrement dit, on parle d'un droit qui se conforme aux idées égalitaires contemporaines. Ceci s'est poursuivi quasi concomitamment par l'égalité donc entre les enfants, enfin pas entre les enfants, pardon, l'égalité des membres du couple, mais dans la fonction parentale. Excusez-moi, j'anticipe déjà mon second point. Donc là, on est passé de la puissance maternelle, c'est-à-dire que de la puissance maternelle à l'autorité parentale. Et je reviendrai tout à l'heure sur le substantif, mais là, ce qui m'intéresse, ce sont les adjectifs. On est passé donc d'une exclusivité du père à un partage, et donc à ce qu'on appelle maintenant la coparentalité. Donc c'est une loi de 1970 qui effectivement a mis fin à cette référence à la puissance paternelle. Donc et ce qui permet donc, par exemple, si je reprends les propos du doyen Carbonnier, à celui-ci d'évoquer désormais une famille diarchique et qui de ce fait, je le cite, est en voie de démocratisation. Donc cette fois, je passe à l'égalité entre les enfants, qui était donc chère à Tocqueville. Donc cette égalité entre les enfants, en fonction de leur sexe et en fonction de leur rang de naissance, est acquise depuis assez longtemps. En revanche, ce qui n'était pas, c'était l'égalité de ces enfants en fonction du statut juridique de leurs parents. Certes, à la Révolution, il y avait une tentative. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que le terme bâtard sort du droit. Mais il faudra attendre 1972 pour qu'il y ait véritablement une égalité en droit entre les enfants naturels et les enfants légitimes, de manière pérenne, je dirais. Et pour que le vocabulaire suive, c'est-à-dire qu'on abandonne cette dualité des catégories, il faudra attendre 2005. Et ceci s'est étendu sous l'influence, je ne l'ai pas dit, évidemment, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'est pas toujours saluée dans les manuels de droit de la famille, sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, donc extension aux enfants adultérins. Mais là encore, à notre connaissance, les auteurs ne qualifient pas cette modification du droit de la famille de démocratisation. On parle uniquement d'égalité. Et les sociologues s'intéressent, donc ça c'est pour les juristes, du point de vue des sociologues, je dois dire qu'ils s'intéressent assez peu à l'égalité juridique entre les enfants. Alors, on peut se poser la question de la raison. Moi, je tente juste une hypothèse, celle qui tiendrait au fait que les conséquences de cette nouvelle égalité sont en fait patrimoniales, ce sont donc les droits successoraux, et non uniquement, on ne serait pas dans l'étude des relations autres que patrimoniales des enfants. Comme si donc la démocratisation ne pouvait pas avoir, seulement en tout cas avoir, avec l'argent. Alors que si on pense à la femme, justement, dans cette revendication et cette réquisition du statut égal à l'homme dans le couple, il était bien aussi question d'indépendance financière. Alors que la famille classique est, selon François Saint-Guy, triplement inégalitaire, puisque
puisque les hommes l'emportent sur les femmes, puisque les parents l'emportent sur les enfants, et enfin parce que les hétérosexuels l'emportent sur les homosexuels. Les réformes juridiques qui portent sur ces différents aspects en matière de droit de la famille situent désormais cette famille, dit-il, sur la longue route de la démocratie. C'est donc au deuxième point qu'il évoque comme source d'inégalité au sein de la famille traditionnelle que nous allons maintenant nous intéresser, c'est à ça que nous allons nous intéresser, à savoir la relation parent-enfant. Donc c'est ce que j'ai appelé la démocratisation verticale de la famille, autrement dit, au sens d'insertion d'un fonctionnement participatif dans la famille. Le doyen Carbonnier, toujours lui, annonçait que le droit de la famille du XXIe siècle se réorienterait sur la relation négligée parent-enfant. Ceci semble attesté par l'usage du terme de démocratisation pour qualifier les transformations de cette relation, en tout cas de la relation entre parents et enfants, une relation qui serait moins autoritaire et davantage portée sur le dialogue intergénérationnel au sein des familles. Dialogue, on va le voir, que le droit encourage fortement. La démocratisation ne renvoie plus ici à un certain nombre de valeurs qualifiées de démocratiques, ou en tout cas inhérentes à la démocratie, mais à l'introduction au sein de la famille d'un mécanisme particulier qui, lui, est qualifié de démocratique. La différence avec la libéralisation et l'égalisation que nous avons vue de la famille ne tient pas uniquement là au contenu attribué à la démocratie, mais également à son effet sur le mode de gouvernement de l'État. C'est-à-dire que là, on va trouver un lien parfois fait entre le fonctionnement familial et le fonctionnement de l'État ou du gouvernement. Et de ce lien fait ou non entre le fonctionnement familial et le fonctionnement de l'État dépendra le regard positif ou négatif sur la transformation de la relation parent-enfant. Donc, voyons tout d'abord la participation des enfants au sein de la famille soutenue par le droit. Si cette participation n'est pas encore une réalité sociologique, les germes sont posés parce que les bases juridiques sont effectivement posées. La modification, alors très vite, voilà, 20 minutes, donc voilà, donc je ne sais pas quoi vous dire. Je vous dirais juste que, évidemment, ceci est passé, ça je peux vous faire grâce de ce passage, que ceci est d'abord passé par une reconsidération de la figure de l'enfant sur les travaux à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, qu'à partir de là, on a vu que l'enfant était un être complet, et ceci va permettre que juridiquement, il passe à un autre statut que simplement personne vulnérable, et d'autres pourraient le dire bien mieux que moi au niveau du droit international. Cela s'est concrétisé par l'adoption en 1989 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Il devient sujet de droit, et en particulier d'un droit qui figure à l'article 12 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, qui nous intéresse ici, qui est le droit à la participation, même si dans le texte, il n'est pas inscrit sous ce vocable. Mais qui dit en substance, là quand même je vais prendre le temps de lire, les États parties garantissent à l'enfant, qui est capable de discernement, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le Code civil a repris peu ou prou cette stipulation. Et donc, dans le texte, on n'a pas le terme de droit à participation. Ceci étant, dans les observations générales du Comité des droits de l'enfant, c'est bien de participation qu'il s'agit, et c'est qualifié de droit à la participation. Bon, je vous l'avais dit aussi, il y avait ce passage de la puissance paternelle à l'autorité parentale, et là, cette fois, c'est au substantif que je m'intéresse. Évidemment, ce glissement de la puissance à l'autorité a un sens, même si on n'a pas été jusqu'à la responsabilité qui était parfois envisagée. J'aurais volontiers fait là un parallèle avec la démocratie sanitaire, où la relation médecin-patient a fortement changé, et où on a vu cette inégalité présupposée entre le médecin et le patient, comme entre le parent être complet et l'enfant qui va être en devenir. Mais je n'ai pas le temps, on pourra y revenir si nécessaire lors des questions. Tout ça pour vous dire que, peut-être plus intéressant, que cette vision, en tout cas, de la nécessaire intégration au sein de la famille dans les relations parents-enfants de l'acte de participation, est apprécié différemment, nous semble-t-il, donc je vous le disais, selon qu'on fait le lien avec la future, la démocratie au niveau, je dirais, macro, c'est-à-dire
c'est-à-dire au niveau de l'État. Autrement dit, selon que l'on voit la famille comme une cellule d'expérimentation de la démocratie, et donc un moyen pour l'enfant de s'approprier un certain nombre de mécanismes démocratiques, en l'occurrence donc de participation à la décision. On n'est pas dans la participation, on est plutôt sur un modèle de démocratie directe. En revanche, quand ce lien n'est pas fait, les auteurs jettent un regard plutôt négatif sur cette transformation de la relation intrafamiliale. Et donc je vous citerai peut-être juste, alors c'est pas parce que c'est forcément le plus intéressant, mais Jean-Marie Bockel, quand il était secrétaire d'État à la justice, a fait un rapport sur la délinquance juvénile. Et précisément, lui a un autre regard, parce que dans tout ce rapport, il n'y a absolument pas le lien entre la modification de la relation parent-enfant sur un mode participatif et le fonctionnement démocratique de l'État. Et donc à partir de là, il ne voit dans cette transformation de la relation qu'une source de délégitimation du père et plus généralement de l'autorité, et donc finalement une perte de repère pour tous ces jeunes qui ont une famille donc, trop dialogante et trop fondée sur le consensus. Autre point qui aurait été intéressant, mais je vais vous faire là-dessus, c'est que justement sur ces écrits, y compris du Conseil de l'Europe, je n'ai pas le temps de faire, mais ceci apparaît très clairement dans les écrits du Conseil de l'Europe, dont l'objet est quand même de développer la démocratie sur le continent. Il y a un attachement très fort donc à la participation de l'enfant au sein de la famille. Et dans un certain nombre de recommandations, il est dit que les États doivent aider les familles à permettre cette participation des enfants et donc doivent former les familles. Autrement dit, l'idée sous-jacente, c'est quand même que cette démocratie, cette forme de démocratisation s'apprend. Alors qu'on n'a pas du tout le même discours sur les valeurs égalitaires, par exemple, comme si cet aspect serait plus inné que le fonctionnement participatif. Voilà, je suis désolée d'avoir autant amputé et d'avoir débordé malgré tout sur ce temps. Merci. Bien, mon rôle de gardien des horloges est un rôle un peu ingrat, et pour les intervenants c'est un peu frustrant, surtout lorsqu'on a des choses passionnantes à dire, comme c'était le cas. Mais bien entendu, il y aura une discussion et vous pourrez revenir sur les points que vous n'avez pas évoqués dans le cadre de la discussion. Un lien tout à fait évident que vous avez bien montré entre ce qui se passe au niveau politique, au niveau étatique, l'essor des techniques de participation, et évidemment ça se passe aussi dans le cadre de la famille. Alors maintenant, l'intéressant c'est de voir dans quel sens ça fonctionne, sans doute par un phénomène de congruence. Antoine, dans l'entreprise, même évolution? Non. Oui. C'est dans le droit du travail. Oui, c'est pas uniquement. Oui. Alors, je voudrais indiquer les deux chemins que j'ai rapidement empruntés. Le premier, c'est d'essayer de reprendre un peu cette liaison entre le droit du travail, la démocratie et la crise. Ça avait été l'objet, c'est pour ça que Véronique m'a tendu ce piège, parce que ça avait été l'objet d'un ouvrage que j'avais co-animé et co-dirigé avec Antoine Jameau, et qui avait tenté d'essayer de montrer comment le discours de la crise, le discours démocratique et le droit du travail se nouaient historiquement. Donc je rappellerai, oui, c'est un très... On en parlait déjà de la crise, c'est ça? Et on parlait déjà de la démocratie. Et on parlait déjà même de droit du travail. On parlait encore de... Et puis, je voudrais, dans un deuxième temps, montrer justement que les rapports de travail, les relations professionnelles aussi, sont le cadre d'accueil de différents discours sur la démocratie. Et j'essaierai de présenter dans ce deuxième temps une sorte de typologie des discours justement mobilisant l'idée démocratique dans les rapports de travail. Alors, droit du travail, démocratie et crise, d'abord, ça oblige à regarder deux liaisons dans ce trio. La première liaison, c'est une vieille question très importante et difficile, c'est de savoir si le droit du travail constitue un élément essentiel de la démocratie. C'est une très vieille question qui est à l'origine même de la construction du droit du travail. Et je serai bref parce que si on n'est pas bref, on est bavard et très bavard sur ce sujet.
ça oblige à revenir à deux questions qui ne sont pas minces. C'est de savoir si le droit du travail ne s'épanouit lui-même comme ensemble de dispositifs tendant à civiliser l'usage de la force de travail, si ça ne s'épanouit que dans un climat de démocratie politique, et ça, le livre que nous avions dirigé dans ces années 80-85 montrait que non. Il y a des droits du travail florissants dans des systèmes extraordinairement autoritaires. Donc il n'y a pas de lien historique entre la formation de ces dispositifs disons de garantie ou de limite à l'usage des prérogatives de pouvoir à l'égard de la force de travail. Il n'y a pas de lien avec le système démocratique, pas de lien historique. Et la deuxième question, c'est de savoir si la démocratisation, qu'on va essayer de préciser plus tard, les mouvements qui animent le droit du travail ou non de la démocratie, contribuent à donner réalité à la démocratie politique. Alors ça, je voudrais dire un mot de ça, parce que c'est là-dessus, évidemment, qu'un éclairage, je pense, renouvelé a pu être apporté. Je vais prendre deux exemples, ou plutôt deux notes, parce que c'est aussi un grand sujet compliqué. Le développement des droits sociaux, on va dire, le développement des garanties de travail décent, des garanties de rémunération, constitue probablement un apport à, disons, l'autonomie réelle des individus. Et ça, il faudrait placer ça, puisque vous avez évoqué ça dans la matinée, le tréfonds de la démocratie libérale, c'est-à-dire l'autonomie de l'individu, exige de réfléchir aux conditions d'exercice, bien sûr, de cette autonomie. Et le droit du travail constitue certainement un des aliments de ce qu'on pourrait appeler l'autonomie réelle des individus, c'est-à-dire ce que Sen appellerait aujourd'hui les capacités. Sans droit du travail, ces capacités ont beaucoup de mal à naître. Bon. Mais en même temps, le droit du travail donne consistance à des formes de confrontation, de négociation, de coopération, qui sont autant de formes de participation des travailleurs au système politique. Et là, je me référerai à une vision très italienne, pour lesquelles la grève, par exemple, est constituée, et ça a permis de donner une lecture tout à fait renouvelée de ce que c'est que la grève. La grève est une forme de participation, non pas à la vie de l'entreprise, non, mais participation à la vie politique et sociale de la nation. Donc, d'une certaine manière, et c'était pour illustrer cette ligne d'analyse, la démocratisation du droit du travail, si on le précise, contribue à donner une certaine consistance à la démocratie politique. Voilà pour le premier couple, droit du travail-démocratie. L'autre couple sur lequel nous avions beaucoup insisté à cette époque, et la thématique n'a pas perdu son actualité, c'est de savoir si la crise, je ne vais pas rentrer dans non plus une analyse de peut-on parler de crise, il y a certainement de multiples discours de la crise, même si la crise c'est d'abord une construction discursive, et que la crise, quand on essaie de dire qu'est-ce que l'on vit, c'est beaucoup plus difficile. La crise pèse-t-elle sur les efforts, tentatives, entreprises de démocratisation des rapports de travail? Et ce que l'on mettait en valeur, je pense que ça n'a pas tellement, au moins pour partie, pas perdu son actualité, c'est que ça marquait un certain essoufflement de certaines tentatives de démocratisation. Je vais appeler tout à l'heure, dans un instant, l'essoufflement du mouvement dit de démocratie industrielle. J'essaie de préciser ce que j'appelle par démocratie industrielle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est retombé. Mais en revanche, la démocratie et la démocratisation des rapports du travail est mobilisée, et elle est de plus en plus comme secours
à l'économie en crise. Comme s'il y avait une sorte de vaste échange, je vais y revenir, et ça c'est une autre vision de la démocratisation, comme s'il y avait un échange entre des ressources démocratiques plus nombreuses, destinées à procurer plus de flexibilité, un recul des garanties, donc un échange qu'on pourrait appeler sommairement garantie contre procédure démocratique. Et ça, je vais l'illustrer à travers ce qu'on appelle l'essor et recul de la démocratie industrielle, mais essor de ce qu'on appelle, un nom de code en France, démocratie sociale. Alors, c'est là que je viens à ma typologie, deuxième temps. Je pense qu'il est important, quand on aborde les usages des références démocratiques en droit du travail, il est important de distinguer, me semble-t-il, 3 espaces différents. Et ça, je réponds à ta question, est-ce que je vais en parler dans l'entreprise? Je vais en parler très partiellement dans l'entreprise, parce que le droit du travail s'intéresse à 3 types d'espaces dans lesquels la démocratie a été mobilisée et mobilisée, avec une actualité plus ou moins forte et des résultats assez différents. Et qui est clair d'ailleurs, me semble-t-il, ce qu'on pourrait appeler la dimension procédurale par moment de la démocratie et la dimension plus axiologique de la démocratie selon les cas. Alors, ma typologie est en 3 composantes. Il y a d'abord, pas très présente dans l'actualité française et dans les travaux français, l'esquisse d'une démocratie au sein des groupes de travailleurs, la démocratie parmi les travailleurs, grand thème américain. Il y a des livres entiers, des tombereaux de livres sur ce qu'on appelle la démocratie syndicale aux États-Unis. Donc on prend un groupe qui est plutôt réputé homogène, il est réputé plus homogène, et on regarde si le fonctionnement de ce groupe obéit à des canons démocratiques. Et là, les enjeux, c'est de savoir si l'organisation dont se dote ce groupe, cette organisation est démocratique, autrement dit, le syndicat est-il démocratique, et si l'action qui se déroule à partir des impulsions du groupe ou de l'organisation dont il s'est doté, cette action est démocratique. C'est-à-dire qui décide de la grève, à qui s'impose-t-elle. Alors, ce qui est intéressant, je répète, c'est un sujet très anglais, très américain, très peu européen de l'Ouest. Très très peu. Il n'y a pratiquement rien, sauf une thèse écrite par un grec dans les années Stergiou, très belle thèse, qui est passée un peu inaperçue sur la démocratie et les syndicats. Il y a des travaux de sociologues, mais ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ce thème s'est développé ici et pas ailleurs. Ici, c'est plutôt les États-Unis et l'Angleterre. Alors, il y a 2 mouvements qu'on peut repérer, 2 facteurs qui peuvent expliquer la sensibilité dans certains pays à cette démocratie interne à l'organisation. Il y a d'abord la dénonciation qui vient de l'intérieur du monde du travail en disant les femmes ne sont pas représentées, les minorités ne sont pas représentées, et donc le syndicat n'est pas démocratique. Et puis, il y a une dénonciation qui est plutôt politique, thatchérien par exemple, qui a mené toute la réforme législative sur les syndicats au nom de la démocratie dans le syndicat. C'est ce syndicat a un pouvoir excessif, et surtout un pouvoir excessif à l'égard de ses membres, pas à l'égard seulement, parce que ça c'était pas facile de dire le syndicat est trop fort. Donc il est trop fort à l'égard de ses membres. Il bride la capacité de choix des membres de la collectivité. Alors, dans cet espace de l'organisation, on va dire, syndicale, je rappelle qu'en France, syndicat, c'est un mot qui vise une forme juridique, et que dans la plupart des pays, le syndicat ne vise aucune forme juridique. Ce qui ne rend pas facile d'ailleurs l'usage de ce vocable. Les Espagnols parlent de syndicat pour parler de toutes les formes d'organisation. Lorsque ce thème de la démocratie dans un groupe de travailleurs se développe, on vise en vérité, me semble-t-il, 3 exigences
plus ou moins présente. D'abord, quelle est l'emprise de la règle majoritaire et ses limites? N'y a-t-il pas des droits intransgressibles des individus? Exemple, le droit de grève, doit-il rester un droit individuel? Chacun peut-il faire ce qu'il veut? Thème qui était déjà cher à Jaurès. Hein? Jaurès, début du siècle, hein, début du XXe siècle, on décide, quand il y a un vote démocratique sur les lieux de travail et qu'il y a une majorité en faveur de la grève, est-ce que tous les travailleurs sont obligés ou non de se mettre en grève? C'est une question qui apparaît déjà. Donc il y a la règle majoritaire et ses limites. Il y a le niveau de localisation du pouvoir, qui est évoqué. Est-ce que ce sont les fonctionnaires du syndicat, les officers qui ont le pouvoir, ou les élus de base, les shop stewards par exemple? Et est-ce que la répartition des pouvoirs doit obéir à une règle? Et qui adopte cette règle? Et puis il y a la troisième question qui apparaît dans ce débat sur la démocratie à l'intérieur des groupes de travailleurs, c'est les modes d'intervention des individus, des travailleurs individuels. Est-ce qu'ils doivent déléguer? C'est-à-dire, est-ce qu'on emprunte au modèle de la démocratie représentative, ou est-ce qu'on doit leur maintenir de manière régulière un contrôle de la décision, c'est-à-dire des assemblées générales ou des capacités de révoquer à tout moment leur mandataire? Bon. Donc, terrain de la démocratie dans les groupes de travailleurs, qui est un terrain qui a été très utile, très labouré, notamment aux États-Unis et en Angleterre. En France, on a vu s'esquisser, c'est ça les lois Auroux, un deuxième espace que je vais appeler, du nom de code que les Suédois et les Anglais lui ont donné, démocratie industrielle. C'est-à-dire, pour être la question majeure, qui est posée, enfin, qui a été formulée par des syndicalistes suédois très tôt, comment et jusqu'où les travailleurs doivent-ils pouvoir peser sur les décisions d'affectation des ressources, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de la société dans son entier. Alors, au niveau de la société dans son entier, ça a donné naissance à des tentatives qui, en France, ont vu le jour après la Première Guerre mondiale de Conseil national de l'économie. Aujourd'hui, le petit avatar qu'on appelle le Conseil économique et social, bon, c'est une sorte de caricature. Ouais. Non, mais le Conseil national de l'économie, c'était beaucoup plus important à l'époque. Donc c'est la démocratisation de l'économie, c'est la forme macro de ce processus, et au niveau de l'entreprise, ce sont les efforts d'association des travailleurs ou de leurs représentants à la définition des stratégies d'entreprise et des décisions d'allocation des ressources. C'est ce que annonçait le rapport Auroux de 1981, l'entreprise doit devenir un lieu de démocratie économique, on disait plus qu'industrielle, et c'était une des interprétations que certains donnaient à la formule que tu as rappelée, citoyens dans la cité, les travailleurs doivent devenir citoyens dans l'entreprise. En vérité, ce qui est resté de ce mot d'ordre, c'est la jouissance et certaines garanties de jouissance des libertés dans l'entreprise. Mais rien n'est resté de très sérieux d'une association des travailleurs au processus de décision dans l'entreprise. Le dernier avatar, c'est la loi qui va être promulguée, je pense, demain, puisque le Conseil constitutionnel n'a déclaré non conforme qu'une toute petite partie de la loi dite de sécurisation de l'emploi. Le dernier avatar, c'est la possibilité dans les grandes entreprises, très grandes entreprises, d'élire 2 membres du conseil d'administration, les faire élire par les travailleurs. C'est tout ce qu'il en reste de ce processus de démocratisation. Bon, alors, démocratie dans l'organisation, démocratie face au pouvoir d'allocation des ressources. La troisième espace,
on va le voir, il est un peu plus compliqué à dessiner, c'est celui qui est dessiné à travers le vocable de démocratie sociale. Bon, alors on peut ironiser d'abord, hein, on pourrait ironiser sur cette expression qui est bizarre, surtout dans des pays comme la France ou l'Allemagne fédérale, dans lesquels on reconnaît que la République est sociale ou que l'État est social. Alors pourquoi a-t-on besoin de surajouter qu'il faut une démocratie sociale? Est-ce que l'on veut simplement dire que il faut veiller à ce qu'existe un régime particulier du travail pour autrui? Est-ce qu'il faut viser des mécanismes par lesquels sont organisées l'expression des travailleurs, la capacité de confrontation? Bon. On peut donc, je n'ai pas le temps, mais montrer qu'il y a une histoire très chaotique de cette expression et qu'elle a rencontré très fréquemment le scepticisme. Et pourtant, en France, c'est une expression qui a une extrême vitalité. Et c'est celle sous l'égide de laquelle se place le projet de réforme constitutionnelle qui va venir en débat au mois de juillet en France, c'est-à-dire de constitutionnaliser l'obligation qui pèserait sur le gouvernement, le Parlement et même les parlementaires, puisque c'est pour toute proposition de loi, de soumettre toute initiative législative aux partenaires sociaux en vue de leur permettre de négocier sur le sujet qu'aborde l'initiative législative en question. Alors, ça se présente en général, ça c'est la dimension, on va dire, de promotion de cette démocratie sociale, comme un effort d'associer les destinataires des normes, voire les bénéficiaires de mécanismes de redistribution, parce qu'on parle aussi de cela à propos de mécanismes de redistribution, à la production des normes. Donc c'est pas très original comme effort promotionnel, mais je trouve que c'est l'aspect plus critique qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est un formidable effort de délégitimation de la loi, de cantonnement de l'hétéronomie. Il faut absolument borner l'hétéronomie que traduit l'intervention de la loi. Alors, ça se fait en 3 étapes, et je vais terminer par là. Il y a tout un effort à faire de décomposition des discours sur la démocratie sociale. Il y a d'abord, première étape, reconnaître la légitimité d'une normativité de source professionnelle. Ça, c'est fait depuis longtemps. Et le tribunal de première instance de l'Union européenne y est pour beaucoup, parce qu'il a même dit, ce que jamais aucun juge n'avait osé dire, il existe 2 mécanismes démocratiques de production des règles, un mécanisme parlementaire et un mécanisme par les partenaires sociaux. Le tribunal de première instance, 1998, la décision UER-PME. Hein, ça, il a une construction très... Alors, ça c'est le premier temps. La deuxième temps, c'est l'effort pour tracer des frontières entre la loi et la production de normes par les partenaires sociaux. Effort auquel a été associé notamment très vigoureusement Martine Aubry dans le rapport qu'elle avait publié en 1998, rapport d'information sur la démocratie sociale. Elle disait l'effort que doivent faire toutes les démocraties politiques, c'est de tracer les frontières entre ce qui relève de la loi et ce qui relève des partenaires. C'était aussi un des thèmes de René Capitan. Il y a des tas d'écrits de René Capitan qui déjà esquissent cette nécessité de tracer des frontières. Et le dernier temps, c'est celui auquel on assiste maintenant, ça consiste à hiérarchiser, c'est-à-dire à donner, une fois qu'on a tracé les frontières, une priorité dans les domaines de recoupement, une priorité à la création normative par les partenaires sociaux. C'est eux qui sont plus légitimes pour élaborer ces règles, ces normes, que les mécanismes parlementaires. Et c'est au fond ce que tente de faire ce projet
de loi constitutionnelle tendant à constitutionnaliser une priorité donnée à la négociation collective dans les domaines où la loi aurait une compétence à première vue concurrente. Mais c'est une compétence concurrente avec une hiérarchie, une priorité non seulement dans le temps, mais on voit mal comment un Parlement pourrait légiférer autrement, et on a l'expérience là de l'accord national interprofessionnel du 13 janvier 2013, dans lequel le Parlement, malgré les efforts du rapporteur, a eu beaucoup de mal à faire autre chose que ce que l'accord, et pourtant ce n'était pas un accord unanime, loin s'en faut, ce que l'accord avait fait. Donc ça aboutit non seulement à une priorité temporelle, mais à une priorité, c'est-à-dire complète de la norme dite négociée. Et c'est là qu'on retrouve, je terminerai par là, la très grande force du discours démocratique en droit du travail. C'est cette démocratie sociale qui est aujourd'hui, elle est vivante si on veut, c'est-à-dire c'est celle qui est mobilisée vraiment de manière très vigoureuse en France. Pourquoi? Parce que, au fond, ce qui est en train de se mettre en place, c'est une formule tout à fait néocorporatiste, traditionnelle. La France n'a pas cette expérience, mais elle va se l'imposer de manière constitutionnelle. C'est-à-dire on a un État faible, un État très faible, qui offre les ressources dont il dispose, c'est-à-dire l'onction législative, à des négociations menées par des partenaires sociaux qui lui apportent, au fond, une sorte de consensus en contrepartie pour des orientations. Pourquoi? Pour parvenir à répartir les sacrifices. Un Parlement, un gouvernement qui ne veulent pas prendre cette responsabilité, c'est trop dangereux dans les contextes actuels, alors on organise ce processus d'échange, de ressources politiques contre des soutiens à des choix, et c'est au fond la voie qui est tracée à la fois pour les grandes questions du travail et des rémunérations, des partages des rémunérations, et c'est aussi ce qui va s'esquisser pour les systèmes de protection sociale et la retraite. J'entendais Madame Yannick Moreau au café à côté, annonçant quelles étaient les préconisations qu'elle faisait pour les réformes des retraites, mais ça a déjà été fait 2 fois en France, et ça a été fait plusieurs fois en Italie et en Espagne. Donc ce sont des choses qui ont une expérience, enfin une diffusion au moins européenne. Donc tu vois, le droit du travail est un cadre très accueillant à l'idée démocratique, mais encore faut-il dire que ça n'est ni la démocratisation de l'entreprise, ni la première forme de démocratisation syndicale, qui n'est pas en France un sujet très vivant, mais c'est la démocratisation sociale, c'est-à-dire l'organisation partagée de la redistribution des sacrifices dans une période de crise. Merci pour cette autodiscipline, cette signe de démocratisation dans la prise de parole, d'une bonne manière. Bien, il y a peut-être pourrait-on ouvrir une brève discussion, parce que je constate que le temps passe quand même. Je vais faire une dizaine de minutes sur les 2 interventions pour ne pas. Les 4 interventions un peu lourdes. Il y a beaucoup de grains à moudre sur un temps consacré. À la fois en ce qui concerne la famille, en ce qui concerne le droit du travail. Qu'est-ce qui souhaite intervenir sur les thèmes qui ont été traités par Tatiana et par Antoine? Bonjour. Non, c'est juste... Soit l'une, soit l'autre, Ah, pardon, l'une et l'autre. Non, Non, c'est juste qu'en t'écoutant Tatiana, En t'écoutant Tatiana, je pensais à Sparte, ou plutôt à ce qu'on dit de Sparte. Alors du coup c'est un peu décalé, mais je crois que tu évoquais cette question en introduction quand même, sur le fait que finalement, en tout cas dans la représentation qu'on a de sociétés qui ont essayé de démocratiser, mais alors au sens de donner une plus grande participation des citoyens à des choix qu'aujourd'hui on qualifierait d'individuels dans la famille, c'est des sociétés qui ont été très rapidement assimilées justement à des sociétés qui étaient
tout sauf démocratique, qui était du totalitarisme, etc. etc. Donc voilà, je pensais à ça, puis après je repense du coup, en pensant à ça, je pensais aussi aux différentes tentatives plus récentes des années 70, des communautés, etc. Où là, au contraire, on revendique une forme de démocratie qui n'est même pas participative, qui est directe et où on élève ensemble et on fait les choix. Et du coup, voilà, je pensais à ces trois éléments voilà, qui... Ça ne veut pas de réponse particulière. Alors, moi j'avais pour vous deux, une remarque et puis quelque chose et puis une question. Quelque chose qui m'a fait penser à un mode de raisonnement en fait, qui était le tien, mais je pensais à ces philosophes de politique, de théorie politique, qui, notamment au XVIIIe siècle, partaient des structures naturelles et donc de la famille pour penser l'État en fait. Et que pour le coup, il y a une ancienneté disons, de la logique, du raisonnement qui consiste à d'abord s'appuyer sur, voilà, les formats naturels, familiaux en particulier, pour penser le pouvoir, pour penser la question du pouvoir politique. Donc, voilà, c'était une remarque, je pense en particulier à Rousseau, qui commence dans le contrat social par ça, la question familiale. Bon, voilà. Et ensuite, sur la question de la démocratie sociale, et, enfin, surtout les derniers développements en France, moi, qui m'ont interpellé, c'est ce que vous disiez sur l'effacement, enfin cette espèce de renoncement par la loi elle-même, par le législateur lui-même, à sa prérogative en matière de droit du travail et de relations de travail, me faisait penser finalement que c'était aussi une forme de suicide. J'allais dire, il y a un côté un peu suicidaire dans la logique qui consiste en fait à faire prévaloir le contrat, disons, sur la loi, et donc une prérogative des partenaires sociaux sur celle qui consiste finalement à faire prévaloir la volonté générale, la loi républicaine. Est-ce qu'il n'y a pas de ce point de vue-là une auto-mutilation de la part du pouvoir, la démocratie aussi? Je serais tenté de dire, peut-être les thérapies les plus exigeantes passent par l'automutilation. Moi, je pense que cette logique, c'est plutôt une logique de sauvetage. De sauvetage par mutilation, c'est en disant je ne prétends plus. J'ai besoin que l'on me dise ce que je dois faire et moi je vous apporte la sanction de la loi, la symbolique législative, puisque je reprendrai ça dans une loi. Voilà. Mais je pense que c'est pas, enfin ça, on peut le lire plutôt comme un effort de redonner confiance dans la loi. On ne fait plus soi-même. Et les lois expérimentales relèvent un petit peu du même mouvement d'ailleurs. Je pense que c'est plus profond que la loi expérimentale, parce que là c'est... Je ne sais pas très bien, on va voir ce que ça donne, et puis ensuite... C'est lui qui l'a fait quand même. Oui, il y avait quand même, voyons ce que ça donne. C'est un petit peu le même processus, quand même. Là, si un succès, vous la revendiquez pour vous, c'est-à-dire comme l'ingénierie sociale, c'est ça, bon, on construit une énorme machinerie pour voir si on va réduire le chômage de temps. Bon, on n'y arrive pas. C'est de la faute des partenaires sociaux, ils ont mal fait leur accord. Mais si on y arrive, on tire un peu bénéfice de cette réussite, puisque c'est la loi. Donc on va pouvoir... oui, c'est très équilibré. Une question pour Tatiana. Bon, je vais exposer la tentative de cerner une notion. Probablement, tu as parlé de libéralisation de la parenté. Alors, je me pose une question toute simple, qui est plus une naïveté qu'une provocation. Mais alors, pourquoi ne pas rendre compte de tout ce mouvement par le mot libéralisation de la famille plutôt que démocratie? Après tout, si les mots n'ont pas de sens, celui-là pas plus qu'un autre, après tout, libéralisation, c'est pas moins joli que démocratie. Oui, non, mais j'ai essayé d'aller chercher ce qui était écrit ou ce qui se disait, d'accord, et donc il faudrait encore approfondir et voir les nuances, mais donc le mot démocratie est quand même fortement utilisé, parfois complètement comme synonyme de libéralisation,
d'accord, au sens d'autonomie et vraiment du choix des individus. Mais à d'autres moments, voilà, encore une fois, il a d'autres sens. À l'inverse, mais ça c'est en construction, mais à des moments en creux, on sent que justement il y a un refus peut-être de qualifier tel tel. Donc, c'est une question intéressante de savoir pourquoi il y a ce refus, même si on devine tous implicitement pourquoi. Parce que là, on retombe sur le panneau du langage et sur le panneau des mots. Ils ne sont pas là totalement par hasard. Alors, oui, encore une question peut-être. C'est une double. Bon, deux dernières questions parce qu'il y a deux autres interventions. Alors c'est une question double en fait pour la première intervenante. Vous nous avez donné à voir. Comment ça? Vous nous avez donné à voir la démocratisation dans la famille ou de la famille, encore que je ne sache pas très bien, sous l'angle de l'égalité, à la fois dans la perspective horizontale et verticale. Alors, premier aspect de la question, est-ce que ça voudrait dire qu'au niveau familial, la démocratie se rabattrait exclusivement sur la notion d'égalité? Et deuxième aspect, est-ce que ça ne constitue pas assez largement un paradoxe dans la mesure où cette égalité, elle ne peut s'acquérir en réalité que dans la sphère publique et que là, on la retrouve et on l'a présentée comme un élément spécifique d'une sphère qui, par définition, est privée? Oui, alors l'égalité en fait n'est qu'un des aspects. C'est vrai que j'ai été très vite parce que j'étais fortement prise par le temps. Mais donc non, pour moi il y a vraiment deux choses. Et ça on le trouve aussi bien chez les sociologues qui quand même s'intéressent beaucoup au droit et partent du changement du droit pour après apprécier les changements comportementaux, et chez les juristes. Et on trouve vraiment d'une manière assez équivalente. C'est trois choses pour moi. C'est vraiment ce que j'ai appelé les valeurs. Et dans les valeurs, il y a l'égalité, et la liberté, enfin une autonomie, comme une autodétermination, un peu comme... C'est à ça que je pensais, je regardais, mais vous n'avez pas parlé de liberté. Donc si, la liberté du couple, la liberté de la vie, tout ce que évoquait justement Bruno sur la libéralisation, c'est en termes de liberté, et les liens avec le contrat et le consentement, et donc si, c'est en termes de liberté, libre détermination, et puis l'égalité. Et autre chose, mais sur laquelle je suis passée rapidement, alors que vraiment les développements récents portent beaucoup là-dessus, y compris dans le droit, c'est sur la participation. Donc là, c'est autre chose, me semble-t-il, et c'est traité différemment. Voilà, c'est ce que j'essayais de souligner. C'est-à-dire que ce ne sont plus des valeurs telles quelles, c'est un fonctionnement, un mécanisme démocratique qu'on essaye d'introduire par le droit. Donc vous avez raison, ça vient de la sphère publique, d'une certaine manière, d'introduire par le droit dans la sphère de l'intime. Et là, c'est la différence, en faisant un lien, souvent, pour que ce soit apprécié positivement, c'est dans la cellule familiale, ce mode de fonctionnement qui bouleverse un certain nombre de relations traditionnelles, c'est au motif que c'est un élément d'apprentissage de la vie démocratique de la sphère publique. Donc c'est vraiment, on construit l'enfant, on lui apprend, on le sensibilise à être actif, à participer pour qu'il devienne citoyen. Toute dernière question, peut-être? Merci. Je veux juste réagir parce que j'ai entendu des mots qui m'ont un petit peu surpris, que je trouve un peu excessifs. Suicide, automutilation concernant l'ANI et la loi qui en a repris la substance. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas dire que le Parlement soit dépossédé. Il y a une délégation de compétences, une délégation de pouvoir. Le législateur a pris ses responsabilités, a construit écrit son projet, l'a discuté, l'a débattu, il y a eu des amendements, il y a eu un vote, et à la fin des fins, les représentants de la nation peuvent pas se déresponsabiliser. C'est pas du tout le cas. Ils ont pris leurs responsabilités, ils ont examiné, débattu, voté un texte, donc ils ne pourront jamais se dédouaner de leurs responsabilités. Et faire le lien avec le projet de réforme constitutionnelle qui c'est un secret qui risque assez sérieusement d'être enterré. Ce projet, encore une fois, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il porte une codification en tant que quant à la pulsion du pouvoir. Encore une fois, c'est une obligation de consultation, non pas une obligation de suivre les partenaires sociaux quand ils sont d'accord. Donc, que les partenaires sociaux soient consultés et qu'ils soient obligatoires pour le législateur, ma foi, je ne vois pas exactement ce que ça peut impliquer en termes de contraintes normatives, puisqu'à la fin, c'est vrai pour l'ANI, ce sera vrai. Peut-être demain, si le texte constitutionnel est adopté, le législateur demeure souverain, libre de voter les textes qui nous conviennent. Alors,
d'abord, ce n'est pas une obligation de consulter, c'est l'obligation de laisser le temps à la négociation du partenaire. Et l'expérience, tout ça est emprunté, ce qui a servi de modèle, c'est le modèle de l'Union européenne, c'est-à-dire c'est le mécanisme qui a été institué en 1992, dans lequel on a demandé aux partenaires sociaux ce qu'ils souhaitaient. Ils ont souhaité pouvoir négocier avant qu'une directive soit adoptée. Et le traité, c'était le protocole à l'époque, mais enfin c'est devenu le traité, a repris le mécanisme qu'ils ont inventé. L'expérience a montré depuis 1992 que quand les partenaires, ce qui est rare au niveau communautaire, mais c'est arrivé, on va dire je crois 5 fois, ont conclu un accord, le Conseil, alors le Parlement n'est plus compétent, il n'y a que le Conseil. Le Conseil reprend tel quel, et il le reprend tel quel leur accord, au point que c'est des directives qui sont formellement très bizarres. Elles comportent 2 articles. Le deuxième article étant sur l'entrée en vigueur. Le premier article, c'est arrête, etc., tel que figurant en annexe. Et en annexe, il y a l'accord qui a été conclu. Et l'accord est repris tel quel. C'est-à-dire, lorsqu'on met sur pied ce genre de mécanisme, ça veut dire que le Parlement s'engage en réalité à reprendre les résultats des accords lorsqu'ils sont conclus. Alors, on ne peut pas tellement l'écrire comme ça, parce que là, je pense qu'il y aurait un vrai problème constitutionnel si le Parlement se dessaisissait de cette capacité. Mais l'expérience, au moins, montre qu'il n'y a jamais aucune capacité de rébellion du Parlement. Aucune. Bien, bon, vous êtes passé à la seconde partie de la première séance de l'après-midi avec Daniel sur démocratie et vie associative et Chantal Enguehard, le vote en ligne. On a 35 minutes pour nous deux. Ah non, non, du tout. Ah bah si, non, 35 minutes plus le débat. 20 minutes et 20 minutes. Non mais je sais bien. Comme tu veux, mais elle reste là-bas. Ah bon? Ah non, non, il fait tout ce que monsieur, il a. Bon. Je dois parler de démocratie et vie associative. Donc le lien entre association et démocratie, c'est un grand classique de la réflexion politique et de la littérature des sciences sociales. Je m'en suis aperçue, je le savais déjà, mais j'en ai eu la confirmation en essayant de préparer cette intervention sur laquelle je n'avais pas trop réfléchi avant. Enfin, sauf par mon auto-expérience. Donc on pense à Tocqueville, bien sûr, observateur de la démocratie en Amérique, qui voyait dans les associations un remède à l'individualisme qui mine la démocratie en détournant les citoyens de la chose publique. Je pourrais citer aussi Ludovic Trarieux, premier président de la Ligue des droits de l'homme, fondée, vous le savez, en 1898, qui définissait l'adhésion à la Ligue des droits de l'homme comme l'accomplissement de l'acte très simple de citoyens qui décident de s'organiser pour la défense sacrée de leurs droits. C'était l'idée que les droits du citoyen ne peuvent pas s'exercer seuls, qu'ils ne peuvent s'exercer que collectivement, et qu'ils supposent donc des formes d'association civique. Et aujourd'hui encore, il semble entendu que la vitalité des associations, vecteur de l'expression citoyenne, est un indice de la vitalité de la démocratie, et tel aurait bien été d'ailleurs l'objectif de ceux qui ont qui ont promu et voté la loi de 1901. Il fallait consolider la démocratie politique en faisant le pari qu'on favoriserait ainsi l'engagement au service de l'intérêt général d'énergie jusque-là bridée. Quant au foisonnement associatif à partir des années 70, il a été interprété à la fois comme un signe de la crise du militantisme politique, plus tard de la crise de la représentation, mais aussi comme un remède à ces crises. Cela étant, on pourrait prendre aussi le problème dans un autre sens. Après tout, la liberté d'association, c'est aussi le test du caractère démocratique d'un régime et de sa capacité à laisser ses citoyens s'organiser librement à l'abri de l'ingérence du pouvoir.
alors même qu'ils peuvent utiliser cette liberté pour contester ou critiquer le pouvoir en place. Enfin, l'association, instrument d'exercice de la citoyenneté, est aussi présentée comme un espace de démocratie, sinon même l'espace par excellence de la vie démocratique, et c'est donc sur ce dernier aspect que je centrerai mon intervention, puisque c'était la commande, et que ça s'inscrit effectivement mieux dans cette table ronde cet après-midi, non, enfin, dans cette séquence, sauf que ça n'est pas un nouvel espace démocratique, c'est un très ancien espace démocratique. Alors avec 3 préalables quand même. Le premier, c'est que ces différents aspects du lien entre démocratie et association sont quand même étroitement corrélés. Ça apparaîtra de temps en temps dans ma brève intervention. Le deuxième préalable, c'est que l'extrême diversité du monde associatif interdit, bien entendu, d'appliquer un schéma uniforme et encore plus un constat uniforme à l'ensemble du champ associatif. Et le troisième, c'est que mon propos visera moins à me demander si les associations sont ou non des espaces de démocratie. Il y en a oui, il y en a non, d'un côté oui, d'un côté non. Ça, la réponse, elle est déjà là. Mais plutôt à tenter de poser un cadre d'analyse pertinent qui permettrait, si on avait le temps, d'apporter à cette question, non pas une réponse, mais des éléments de réponse. Alors, préalable, hétérogénéité du monde associatif, il est impossible de parler de façon unifiée du monde associatif, et toutes les analyses qui portent sur le milieu associatif commencent par tenter une typologie. Alors je vous en ferai grâce, mais enfin en gros, objet et secteur d'intervention, taille et type de ressources humaines, cotisants, militants, sympathisants, salariés, volume et nature de leurs ressources financières, et surtout, et ça, à mon avis c'est la distinction, une des distinctions qui sera le plus intéressante pour mon propos, c'est la fonction qu'elle s'assigne, le mode d'action qu'elle privilégie. Je reprends ici la trilogie que proposait Bélorgey: s'exprimer, revendiquer, gérer. C'est assez, ça rend assez bien compte de ce qui peut distinguer une association de réflexion, de gestion ou une association militante. Bien entendu, cette trilogie est simplificatrice, à la fois parce qu'il y en a qui échappent à cette trilogie, et surtout parce que ce sont que des idéaltypes, des idéotypes, comme on dit, qui se retrouvent bien sûr toujours mélangés dans la réalité. Et l'exigence de démocratie n'aura pas la même intensité ni le même sens. Pour prendre 2 exemples extrêmes, dans une association à caractère politique, où les militants occupent la place essentielle, et des associations d'action sociale quasi délégataires de services publics, très professionnalisées, où les salariés sont dominants. Et donc la question c'est, une fois ces préalables posés, à quelles conditions peut-on transposer, au cadre associatif un concept qui a été dégagé pour décrire le fonctionnement de la société politique. Alors mes amis ici ont posé quelques jalons, mais comme j'avais préparé mon intervention avant, je n'ai pas pu intégrer ce qu'ils ont dit, sauf comme ça, de façon subliminale, mais j'ai trouvé évidemment quelques questionnements identiques. Est-ce que les exigences et les critères de la démocratie sont les mêmes dans la société globale et dans une association? Est-ce que les problèmes et les obstacles que l'on rencontre dans un cas et dans l'autre sont de même nature? Les associations, c'est vrai, se présentent volontiers comme un lieu privilégié d'apprentissage des valeurs, des comportements, des normes démocratiques, mais ce désir de démocratie ne se concrétise pas nécessairement dans leur statut ni dans leur mode de fonctionnement. Et quelque chose de très important, c'est que dans la société globale, la démocratie est une obligation, mais dans une association, il n'est écrit nulle part, en tout cas pas dans la loi de 1901, qu'un fonctionnement démocratique est prescrit. D'accord ? De toute façon, il n'y a rien dans la loi de 1901. Et bien sûr, quand je dis ça, ça veut dire qu'il faut distinguer l'idéologie associative, voilà, c'est formidable et tout, et la réalité. Alors, juste quelques constats ou quelques questionnements avant de passer à une tentative d'analyse un peu construite. Des principes communs
Alors, des principes communs, pas à toutes les associations, je veux dire, hein, mais à la société, à la démocratie dans la société globale et la démocratie dans l'association. Peut-être des valeurs mises en exergue, liberté, égalité, fraternité, ça se discute, mais on peut en trouver la marque dans les associations. Un lien d'appartenance, on nous a dit qu'il fallait une communauté politique pour former une démocratie. Là, donc, ce lien d'appartenance, il faut qu'il existe aussi dans l'association. Est-ce que communauté ou société, j'en dirai un mot. Mais ce lien d'appartenance n'est pas de même nature, car la société globale, vous ne choisissez pas d'y appartenir. Le contrat social, vous l'accorderez étant pas une réalité, mais une fiction. Des personnes, pas il me semble, oui. Au contraire, dans une association, c'est par un acte volontaire qu'on décide d'en faire partie. Autre question, principe commun, la possibilité de participer et de débattre, ça je vais en parler assez longuement, mais il y a un élément différent, et j'en dirai aussi un mot, c'est que dans un cas, il y a des élections disputées sur la base de projets concurrents ou divergents, alors que dans les associations, au contraire, le but, c'est bien d'assurer la pérennité du projet fondateur, et les divergences peuvent être considérées comme un symbole ou une marque de crise. Alors à partir de là, des problématiques aussi analogues, participation insuffisante, méfait de l'individualisme, recrutement élitiste des gouvernants, excessive longévité des mandats, centralisation, confiscation du pouvoir par des professionnels salariés d'un côté, par la bureaucratie de l'autre, et puis la recherche d'une nouvelle gouvernance, ça c'est quand même aussi un thème très commun. Alors maintenant que j'ai un petit peu dans le désordre évoqué les questions qui pourraient se poser, je vais quand même essayer dans le pas tout à fait quart d'heure qui me reste de trouver trois dimensions à une analyse possible, et comme je n'ai pas beaucoup de temps, ça sera beaucoup de têtes de chapitre d'idées que je verserai au débat. Je ne crois même pas que j'aurai la place de les développer dans les combien de signes que tu nous as donnés pour écrire. Je peux faire une version pour la revue. Alors, première question, la nature du lien associatif. Deuxième question, la place du débat et de la délibération. Ça tombe bien parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin. Et troisième point, évidemment, l'exercice du pouvoir. Qui exerce le pouvoir? En gros, c'est les trois, il me semble que c'est les trois axes qu'on peut dégager pour une analyse de ce que peut être la démocratie dans une association. Alors, la nature du lien associatif, la première question, c'est communauté ou société? On a parlé pour la démocratie d'une communauté politique, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appartenance n'est pas librement choisie. Dans l'association, le contrat n'est pas une fiction. Il y a bien un contrat au début de l'association. C'est vrai que par la suite, ce contrat, il est, comment dirais-je, transformé dans l'institutionnalisation, mais il reste quand même que les statuts continuent à exister et que chaque personne qui adhère au statut. Communauté ou société, donc d'un côté, les rapports associatifs sont choisis, ils émanent d'une construction volontaire, adhésion libre à l'association, on est donc bien, pour reprendre la position notamment weberienne, du côté de la société, de l'association, de la, excusez-moi du jeu de mots, association, comme il dit lui-même, mais à côté de l'engagement contractuel, il y a l'appartenance affective, qui est certainement plus forte encore que dans la société, plus forte tout simplement que dans la société politique, et toutes les enquêtes empiriques sur le militantisme associatif montrent qu'il y a bien là un désir de retrouver dans l'association un sentiment de communauté, et je peux vous dire que d'après ma propre expérience, une association ne fonctionne bien que s'il y a quelque chose effectivement d'affectif au-delà des statuts. Donc, bien sûr, ça devrait se nuancer en fonction des types d'associations. Je ne suis pas sûre que le sentiment d'appartenance existe de la même façon dans toutes les associations. Voilà. Autre question toujours dans le lien, la nature du lien associatif, la question du recrutement des membres. Ouverture, fermeture. Les associations se recrutent sur une base affinitaire et peuvent pratiquer des clauses de sélection à l'entrée. Bélorget montre bien qu'on peut
exiger un profil. C'est vrai qu'on voit mal les associations de femmes ou de femmes battues, qu'on leur impose un quota d'hommes de la même façon. Les associations gays ou lesbiennes, je ne vois pas au nom de quoi on leur imposerait un quota d'hétéros, etc., etc. Reste évidemment qu'à un certain moment, la fermeture de l'association peut poser un problème par rapport à des normes de non-discrimination. Je ne traite pas la question, elle est intéressante, mais voilà. Alors, les modalités d'adhésion à une association varient beaucoup selon le type d'association et d'une association à l'autre. J'aurais des choses à dire sur la Ligue des droits de l'homme ou sur ATTAC, mais je n'ai pas le temps. Mais enfin, voilà, c'était des exemples que je pouvais prendre. Donc, on peut essayer d'examiner une clé d'entrée, on peut essayer d'examiner les associations par rapport aux critères et qu'elles mettent pour entrer dans l'association. Autre aspect qu'on pourrait traiter, c'est l'élitisme associatif, qui est aussi un aspect de la fermeture. Et ça, c'est un trait sociologique que tout le monde constate, mais qui est quand même un frein à la démocratie. C'est que la participation associative est d'autant plus importante, on le sait, tout le monde, que le niveau culturel et le rang social sont élevés, et on retrouve dans le monde associatif les mêmes inégalités que l'on constate dans les autres formes de participation politique ou syndicale. Je n'y reviens pas. Un autre aspect de cette appartenance, c'est le degré d'implication des membres et surtout la nature du lien. Les associations gestionnaires accueillent des usagers, sont administrées par des bénévoles, des non professionnels, mais gérés par des professionnels. Les associations qui défendent des causes recrutent des militants ou des adhérents, enfin recrutent des adhérents et mobilisent des militants. Là aussi, il y aurait toute une analyse à faire. Je ne sais pas vous en faire d'autres, je vous la signale, on pourra le faire un jour, mais là, vous avez compris, je n'ai pas le temps. Autre idée intéressante, et qu'on en a parlé déjà hier avec l'ambiguïté du mot individualisme, puisque d'un côté, l'individualisme, c'est l'individu qui adhère à l'association, c'est donc bien la marque d'une démarche individuelle et l'individualisme en tant que soubassement de la démocratie, mais en même temps, l'individualisme peut provoquer aussi des éléments négatifs. Et je prends par exemple le titre d'un article de Jean-Pierre Worms, l'individu, défi et chance pour les associations. Mais dans son article, il insiste surtout sur les problèmes que ça pose. La montée de l'individualisme, donc la revendication de plus de liberté et d'autonomie personnelle, ça va de pair avec un certain consumérisme, et de la même façon que les auteurs, les politistes ont constaté que l'électeur va d'un parti à l'autre, etc., on peut voir aussi que l'engagement dans les associations aujourd'hui est différent de ce qu'il était. Et que, comme le montre bien Jean-Pierre Worms, on s'engage moins sur un projet que pour une action. Et donc, ça provoque un phénomène de nomadisme associatif, et c'est vrai que des associations comme la Ligue des droits de l'homme, qui ont un projet global, qui sont généralistes, ont plus de mal à recruter que des associations qui vont s'engager sur le droit au logement de telle catégorie, sur les femmes, sur les homos, etc. Ça, c'était mon premier point. Donc, j'en ai encore 2 et j'ai encore 10 minutes ou 5 minutes? J'ai encore 5 minutes. On a 3 minutes. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Partagez parce que là, vous n'êtes pas bien. Vas-y. Alors, c'est 4. Non, attends, j'ai commencé à moins le quart. 42. J'ai commencé à moins le quart. Alors, le deuxième axe de réflexion, c'est la place de la délibération et du débat dans les associations. Donc l'intensité du débat, les lieux du débat, les acteurs du débat, les objets du débat. Et là, ce que je voulais faire remarquer, c'est que l'intensité du débat démocratique dépend aussi du rapport aux politiques de l'association. Et que le débat est donc beaucoup plus présent dans les associations qui défendent des causes que dans les autres. Voilà, je l'ai dit. Les relations entre la base et le sommet, entre le centre et la périphérie. Ça se pose surtout dans les grosses associations. Et là, j'aurais pu vous donner plein d'exemples intéressants.
tiré de l'expérience de la Ligue des droits de l'homme, où la relation entre les sections qui sont autonomes, enfin sur le papier, pas seulement sur le papier, les relations entre les sections et ce qu'on appelle, quand on est dans la section, le national, c'est des rapports très intéressants à étudier. Bien sûr, c'est quand même le national qui a le pouvoir pour des tas de raisons, mais le national est quand même la représentation des sections, et on a déjà vu à des congrès, la base, voter par exemple la suppression des centres de rétention dans un grand élan de démocratie de la base contre la position du Bureau national. Une autre question intéressante, c'est consensus, contestation et conflit. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Dans la démocratie, dans une démocratie politique, le problème, c'est de rendre possible une alternance, et je ne sais plus qui hier avait dit, bah oui, l'alternance sans alternative, finalement, c'est une marque de crise de la démocratie. Ici, au contraire, j'aurais tendance à dire le contraire, et si j'avais eu le temps, mais ça je savais par avance, je n'aurais pas le temps, je vous aurais parlé des différentes crises qui ont marqué la vie de la Ligue des droits de l'homme. C'est intéressant. J'aurais parlé aussi d'Attac, j'aurais parlé aussi du MRAP, mais je ne vous en parlerai pas parce que je n'ai pas le temps. Mais c'est intéressant parce que par rapport, on peut l'analyser par exemple peut-être à l'aide de la trilogie Exit, Voice and Loyalty. Hein, voilà, qu'est-ce qui se passe dans une association quand il y a une crise de ce type. Et puis, la dernière question, je dirais la plus banale, bien sûr, le troisième angle d'attaque, c'est sans jeu de mots, c'est qui exerce le pouvoir. Donc les instances formelles de prise de décision, c'est l'Assemblée générale, éventuellement les congrès, le conseil d'administration et le bureau, qui occupent, enfin plus exactement, qui exerce le pouvoir réel. On peut faire remarquer que dans les associations comme ailleurs, il y a trois formes potentielles de légitimité: l'autorité institutionnelle, l'autorité charismatique, notamment le statut personnel du président de l'association, qui est en général son fondateur, ou l'autorité technique fondée sur l'expertise, qui est en général celle des salariés. On pourrait donc parler ici, par exemple, de l'accès entravé aux fonctions électives. C'est vrai que l'accès aux fonctions électives n'est pas toujours vraiment ouvert, ni toujours parfaitement égalitaire, sous représentation des femmes, etc. Ce n'est pas dû seulement à la volonté des fondateurs de se maintenir au pouvoir, c'est dû aussi, et j'en témoigne, à cause de la difficulté de trouver aujourd'hui des personnes suffisamment disponibles pour occuper ces postes de bureaux qui sont quand même extrêmement prenants. Et puis le dernier point, c'était bien sûr la modification de l'équilibre, enfin le dernier point à l'intérieur de qui exerce le pouvoir, sinon dans les trois points, la modification de l'équilibre des forces sous l'impact de la professionnalisation, la place très importante des professionnels salariés, bien sûr dans les associations gestionnaires.